transport rural dans la région du Haut-Sassandra, les taxis broussent le calvaire des populations de Vavois. Toujours en Côte d'Ivoire, à Oulaba 2017, la sensibilisation au dépistage du cancer du sein chez la femme au centre de ce concours de beauté africaine. Enfin, Donald Trump et son décret font peur aux migrants. La plupart fuient désormais les États-Unis et cherchent l'asile au Canada. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Je vous l'annonçais dans les titres, à Vavois, dans la région du Haut-Sassandra, emprunter un taxi brousse est devenu un vrai calvaire pour les populations. En effet, ces véhicules sont souvent en mauvais état ou surchargés de marchandises, à tel point que l'on se demande comment ces derniers peuvent-ils encore tenir debout et rouler. C'est un reportage de Ongana Konaté. Au démarrage, le nuage toxique d'un moteur à l'agonie. Un vieux taxi increvable, comme il y en a tant dans la ville. Bienvenue à Vavois. Les taxis brousse sont les principaux animateurs du transport des populations, desservant quotidiennement les différentes sous-préfectures du département de Vavois. On va à la Sipsi, Guabafla, Delafla, on va sous Gokroso. On va à les taxis là comme ça, on se défend avec ça un peu. Tu as vu, non? Comme on n'a pas l'argent de massa d'abord, voilà. Nous on met 4 derrière, 3 devant. Ça fait 7. Chauffeur, on ne compte pas chauffeur. Si derrière là est plein, on met pareil là en haut. Les sacs là, on peut prendre 20. Qui veut tenir compte du confort et de la sécurité ne peut emprunter ces véhicules. La carrosserie a subi des soudures multiples et perforées par endroits. Pas de rétroviseur, pas de vitres et le coffre arrière reliant la carrosserie par une corde. Un conducteur tente de justifier l'agonie dans laquelle se trouve son véhicule. Le plus important pour nous, c'est d'arriver à la destination. Des conditions difficiles de travail qui n'inquiètent pas les conducteurs des taxis brousse. L'expérience fait la différence. Si tu n'as pas de doyen, vraiment tu ne peux pas. Tu peux pas. Où on rentre là, même les 4x4, il y a des coins où on rentre là, il ne peut pas travailler là. Et quand il pleut? Quand il pleut là, non, là c'est gâté. Quand il pleut là, c'est gâté mon ami. Souvent, voiture même, ça va foncer. Vous êtes là même, le passager, le chauffeur, on ne connaît pas qui est qui. Donc on se défend comme ça. Fofana Daouda est sur le point du départ. Le conducteur est coincé dans son propre véhicule surchargé. Difficile de faire la manœuvre. Une situation logiquement très mal appréciée par les usagers du transport qui, en plus du mauvais état des véhicules, dénoncent la surcharge. Nous sommes 7 passagers dans le camion, plus le chauffeur, ça fait 8 personnes. Bien serré. En réponse aux critiques des clients, les conducteurs contre-attaquent. Pour eux, les passagers n'ont pas le droit de se plaindre. Le client ne peut pas se plaindre. Il connaît. Et c'est en brousse qu'ils vont goudronner. Voilà. Si sinon on refuse là, ils ne vont pas partout. Ils vont rester là-bas. Toi où tu es là, il n'y a pas de route là-bas. Tu es dans un campement où on passe, il n'y a même pas bonne voie. Presque 20 ans, il n'y a même pas de route. Toi tu as été imposé, c'est que tu as marché venant vite. Je suis obligé de prendre. Si je marche, vraiment, je n'aurais pas vite arrivé. La route est loin. Si tu voyages, si tu as un problème urgent, on t'appelle. Bon, il faut arriver, il y a telle personne qui est malade. Je ne vais pas dire oui, vraiment, je vais attendre comment le camion climatisé avant de monter, tu es obligé. Dans la situation oblige. Au-delà de tous ces aspects négatifs, ces véhicules ont leur place dans le transport vu le service qu'ils rendent aux populations. Quitte à eux de mettre de l'ordre dans leur système pour pouvoir mieux fonctionner. Allez, un tout autre sujet à présent. Il est nécessaire de s'appuyer davantage sur les jeunes pour asseoir un modèle de développement et d'émergence économique durable. C'est ce qui ressort de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Lors de cette rencontre, le ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a animé un panel. Les explications de Hermani Amien et Perpétupan. Des panels animés par plusieurs experts à l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à l'occasion de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Les experts du domaine de l'emploi des jeunes partagent et échangent ainsi leurs différentes expériences
et leurs meilleures pratiques pour assurer une offre d'emploi aux jeunes et faire également des propositions pour que cette jeunesse contribue à l'émergence de l'Afrique. Un pays ne peut pas prétendre à l'émergence sans prendre en compte la question du capital humain. L'émergence pour nous, c'est beaucoup plus une question d'abord économique, mais aussi une question sociale. De nombreux programmes pour une meilleure gestion de la demande de l'emploi de jeunes en Côte d'Ivoire sont effectués, mais beaucoup reste encore à faire selon l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes. Notre stratégie est de faire en sorte que l'offre du marché du travail se croise avec la demande du travail. Tout le débat va se situer sur le marché du travail. Il est ressorti dans ce panel qu'il faut mettre l'accent sur l'apprentissage et ce sont des réformes que nous allons appuyer au fur et à mesure pour que les jeunes fassent le mouvement et que les antennes aussi de l'agence Emploi Jeunes fassent le mouvement, ce qui permettra de pouvoir résoudre la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. L'agence Emploi Jeunes fait la promotion de la jeunesse depuis sa création en avril 2015. À titre d'exemple, elle a élaboré un projet dénommé « Ma formation, mon passeport pour l'emploi », la création d'un répertoire de compétences jeunes, l'organisation du salon de l'emploi et la plateforme de financement des projets. Quels sont les chiffres clés de l'éducation nationale 2016-2017? On le sait, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a besoin chaque année de données statistiques et d'informations fiables pour lui permettre de réaliser une gestion efficiente du système éducatif ivoirien. Ces éléments ont été présentés récemment au ministre Kandia Camara. On fait le point avec Kone Pargassoro. 174 264 élèves enregistrés dans l'enseignement préscolaire en 2016-2017 contre 161 696 l'année précédente. Au primaire, il faut noter 416 745 redoublants, soit une proportion de 11% de l'effectif contre 13% en 2015-2016. 54% des redoublants sont des garçons. Toujours au primaire, en 2015-2016, on dénombre 404 cas de grossesse contre 512 cas en 2014-2015. Dans le secondaire général, 29% des établissements sont publics et accueillent 50,2% des effectifs des élèves. Ce sont entre autres indicateurs exposés par le directeur des stratégies, de la planification et des statistiques d'ISPS au cours de la présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017. Notre système éducatif, au niveau de la qualité ou bien de la couverture, fait beaucoup d'efforts parce que le gouvernement a décidé que l'émergence passe par le système éducatif ivoirien. La présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017 s'est faite en présence des acteurs du système éducatif, des partenaires techniques et en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour que nous ayons un système éducatif de qualité, tout ce qui est entrepris doit être de qualité. Dans toutes les directions, dans tous les services, dans tous les établissements, par tous les acteurs. Et donc, nous apprécions le travail qui est fait. Les résultats des données statistiques scolaires montrent de façon succincte les chiffres globaux et indicateurs clés du système éducatif ivoirien. Ils renseignent principalement sur les infrastructures, les effectifs des élèves et enseignants, les commodités, l'environnement pédagogique, entre autres. Au chapitre culture, à Oulabar, le concours national de valorisation de la beauté africaine a été lancé le 31 mars dernier. L'édition 2017 accorde une importance particulière à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein chez la femme. La sensibilisation sur le cancer du sein est au cœur du concours à Oulabar cette année. Au cours des différentes présélections, les populations vont bénéficier d'informations sur cette maladie qui continue de faire des victimes chez les femmes. On dit que souvent le cancer, à partir de 35 ans jusqu'à 65 ans. Or, notre concours, les critères, c'est à partir de 25 ans à 45 ans. Donc, nos candidats sont dans cette tranche d'âge. Et à chaque présélection, nous avons du monde. C'est l'opportunité que nous avons de communiquer sur le cancer du sein. Concours à Oulabar, événement culturel de promotion de la beauté physique et morale de la femme ivoirienne. Pour cette édition 2017, le public prendra part au choix de la gagnante. Nous avons dit cette année que nous allons faire un voting à la finale parce que ça n'existait pas. Donc cette année, le vote du public va compter 30% à la finale. Les candidates, on va leur demander plutôt de demander à leurs parents, amis et connaissances de voter pour elles. Les présélections du concours à Oulabar 2017 démarrent le 22 avril pour s'achever le 24 juin. C'est au soir du 12 août prochain
que Awa Begré Tatiana Aoulaba 2016 va céder sa couronne. On faisait le point avec Konaté Moussa. Zikiso, dans la région du Lodjibois, la cohésion sociale célébrée récemment. Les populations se sont retrouvées dans toutes leurs composantes pour briser toutes les barrières ethniques, religieuses et politiques. Les temps forts de ces retrouvailles avec Mamadou Kouassi. Les femmes autochtones et halogènes dansant au pas de la musique du terroir d'Ida. Les candidats vaincus aux dernières législatives réunis autour du vainqueur pour parler de développement et de lutte contre la pauvreté. Nous sommes à Gagoré, dans le canton Ziki, dans le département de Lakota. Ces fils et filles de ce canton décident de s'unir et de parler désormais d'une seule voix. L'initiative des cadres a eu l'adhésion des chefs coutumiers et religieux qui ont décidé de s'investir également pour renforcer la cohésion sociale et surtout pour le développement du canton Ziki. Le député des Zikiso, Abadi Miezan, et les cadres promettent poursuivre les actions de développement déjà entreprises par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans leur région. Nous voulons vraiment ces deux châteaux d'eau-là en urgence pour que nos fonctionnaires de l'État bénéficient au moins de l'eau potable. Aussi, c'est vraiment un handicap très grave dans notre région. Depuis plus de 50 ans, on a des problèmes de route. Sans réconciliation, sans paix véritable, sans cohésion entre les cadres et les élus, il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, de développement. Le ministre Amédée Kouakou, cadre de la région par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué le retour de la cohésion sociale dans la région du Lodjibois. Pour lui, le développement passe par la paix. C'est pourquoi il appelle l'ensemble des fils et filles de la région du Lodjibois à l'union et à la solidarité. Le développement ne peut pas aller avec la désunion des cadres. Au départ donc, de cette région, on voudrait donc lancer un appel à la cohésion de l'ensemble des fils donc, de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions travailler ensemble dans la paix, dans la cohésion, pour que le programme du chef de l'État puisse être déroulé. Message bien apprécié par les cadres. Ensemble, ils comptent relever tous les défis de développement, et ce à travers la construction d'écoles primaires et de collèges, des centres de santé et l'adduction en eau potable. Une épidémie de méningite fait rage au Nigeria. Plus de 328 morts ces 5 derniers mois dans 16 États du pays. Selon le ministère nigérian de la Santé, le nombre de personnes touchées par la maladie s'élève à 2524. La Colombie endeuillée aujourd'hui, des pluies diluviennes ont fait déborder plusieurs cours d'eau dont la crue a déversé des torrents de boue dans le sud du pays. Bilan, environ 234 morts, plus de 203 blessés et un nombre indéterminé de disparus selon la Croix-Rouge. L'état de calamité publique a été décrété. Aux États-Unis, vent de panique chez les migrants depuis l'élection du président Donald Trump. De nombreux émigrés fuient désormais le pays en raison du décret interdisant l'entrée des réfugiés sur le territoire américain. Les fuyards prennent maintenant la direction du Canada. Au bout de ce petit chemin au nord de l'État de New York, cette famille pakistanaise espère trouver la liberté et quitter les États-Unis pour trouver refuge au Canada. Nous sommes venus chercher l'asile ici, mais nous avons peur. Hein. Oui, nous avons très peur d'être expulsés parce qu'on craint pour nos vies dans notre pays. Donc si on est expulsé d'ici, nous ne serons pas en sécurité, ni mes enfants. Mohamed, sa femme et leurs 2 enfants font partie des centaines de migrants qui tentent de fuir le pays depuis l'élection de Donald Trump. De l'autre côté de la frontière, la police canadienne les arrêtera. Ils le savent, mais peu importe. C'est le prix à payer pour pouvoir demander l'asile au Canada. S'ils allaient à la frontière officielle à quelques kilomètres de là, ils seraient obligés de demander l'asile dans le pays où ils sont arrivés en premier, les États-Unis. La plupart prennent le bus jusqu'à la ville voisine de Plattsburgh, où des chauffeurs de taxi locaux leur factureront jusqu'à $300 les 40 km jusqu'à la frontière. Venus d'Afrique de l'Est, de Syrie ou encore d'Haïti, tous ces migrants ont en commun une même peur, Donald Trump et ses décrets anti-immigration. Peut-être avant on pouvait rester, mais pour l'instant, vu la situation avec Trump, on ne veut pas rester là-bas. Le long de la route, on peut voir les traces des passages successifs. Plus de 70 migrants ont traversé la frontière en seulement 2 jours. Une situation qui mobilise de plus en plus la police canadienne.
La plupart ne fuient pas Trump, ils fuient d'autres événements dans leur pays d'origine. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il existe des agences dans les pays d'origine qui expliquent aux gens comment venir ici et quel est le moyen le plus rapide. En général, entre 40 et 60% des demandeurs obtiennent le statut de réfugié au Canada après examen de leur dossier. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, lundi, avec beaucoup de plaisir et toujours sur RTI2.